Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, Pierre Maille, le président du Conseil général, est à nos côtés. Où en est-on sur le projet de démantèlement de Brennilis? Quelle place aujourd'hui dans le Finistère pour les personnes en perte d'autonomie? C'est ce que nous allons voir juste après le point sur l'actualité de ce mercredi 27 mai. L'actualité, c'est tout d'abord la colère des taxis français. Dans le Finistère, 500 artisans taxis ont mené dès l'aube une opération escargot sur les voies express, provoquant de nombreux embouteillages. Selon les taxis, le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Plus de précisions avec Frédéric Lorenzo. Le trafic était ralenti ce mercredi sur les principaux axes du département. Les taxis finistériens, comme leurs collègues en France, voulaient se faire entendre. Les promesses du gouvernement, qui datent de 2009, n'ont pas été tenues, selon eux. On s'aperçoit qu'en fait, rien n'est respecté. Le gasoil augmente dans des proportions abominables et il n'y a aucune compensation. On a perdu notre détaxe de carburant. Les équipements professionnels qu'on nous demande de mettre en place ne sont pas du tout au prix qui était prévu à l'époque. À la fin de l'année, chaque véhicule devra être équipé d'un nouveau compteur, appelé taximètre, et de son imprimante de tickets. 1500, 2000, voire 3000 euros, la note grimpe vite pour ces nouveaux équipements. Certains ont tout de même craqué pour ces taximètres nouvelle génération. Les clients sont contents quand ils s'installent et qu'ils voient bien le prix. Ils ont le prix vraiment en face d'eux, c'est bien. L'imprimante, on n'en a pas besoin puisqu'on a nos cahiers de facture dans la voiture. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'une imprimante. Maintenant, il faut investir tous les jours, mais on a perdu 25% de notre chiffre d'affaires. Au moment où une délégation était reçue à la préfecture de Quimper, les artisans taxis du Nord Finistère ont poursuivi le mouvement en bloquant le pont d'Iroise. Jamais deux sans trois. Après le Fest-Noz et la Gwerz, c'est au tour des jeux et sports traditionnels bretons d'être proposés à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Jeux de quilles, de boules, de palais ou encore gourènes pourraient prochainement figurer dans une liste de sauvegarde des jeux régionaux. La FALSAB, Fédération des jeux et sports bretons, vient de déposer un dossier auprès de l'UNESCO. Réponse en 2013. On prend le large à présent, les sternes sont arrivés et leurs gardiens aussi. Leur mission, observer le comportement de ces oiseaux migrateurs. En Finistère, ils sont présents au Glénan et en baie de Morlaix. Mégane Chen les a rencontrés à Garantec. Les sternes sont revenus sur les côtes bretonnes en mai et celles qui se sont installées sur l'île aux Dames, dans la baie de Morlaix, ont eu une drôle de surprise. Elles ont trouvé sur l'îlot d'en face des voisins d'un nouveau genre. J'ai été embauchée par Bretagne Vivante là, pour faire un service civique de 6 mois. Je suis chargé de faire le suivi et le gardiennage d'une population de sternes, justement sur l'île aux Dames. Il y a des gardiens depuis plus de 20 ans, mais c'est la première fois que Bretagne Vivante fait appel à des jeunes en service civique. En tout, ils sont 7, de 18 à 25 ans, et répartis entre les 4 sites bretons où les sternes pondent. Ils sont chargés de protéger l'île de toute intrusion humaine et de faire le comptage de la colonie. François, tu regardes pour les dougales? Ouais. Puis moi, je vais regarder les pierres garants. Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on balaye avec la longue vue la colonie, quoi. Et puis on compte le nombre d'individus présents. Et on va refaire ce comptage-là plusieurs fois. Les gardiens portent une attention toute particulière à ce comptage. L'île abrite 3 espèces de sternes, la cogeque, la pierre-garin et la très rare dougale. La seule colonie française est installée à l'île aux Dames. Et si l'approcher est difficile, les gardiens y sont tout de même parvenus. Sur une bouée qui s'appelle Bassastan, on a pu voir jusqu'à 50 sternes de dougale. Et donc là, c'est super impressionnant. C'est beau, quoi. Les résultats du comptage seront connus en juin. Ils permettront d'évaluer la santé de la colonie. Autre spécimen observé en ce moment sur le littoral, ce sont les bars. Ces poissons intriguent Ifremer et le parc marin d'Iroise. Une centaine d'entre eux ont donc été marqués. Le déroulement de l'opération dans ce reportage. L'été dernier, Ifremer et le parc marin d'Iroise ont lancé une opération de marquage des bars afin de mieux comprendre leur mode de vie. Anesthésiés, opérés puis recousus, les bars pourront être suivis pendant au moins 2 ans.
Il y a eu premièrement un marquage acoustique, où là, on insère une marque dans le poisson et le poisson émet un son et un bateau équipé d'un hydrophone suit le poisson en direct. Le poisson est par la suite équipé d'une sorte de boîte noire. C'est ce que l'on appelle le marquage archive. Donc ça, c'est la deuxième étape du marquage, où là, 100 poissons ont été marqués en septembre. Et ces marques archives enregistrent pression et température. Et là, on fait appel à tous les usagers de la mer pour récupérer les poissons marqués. Jusqu'à présent, 3 bars ont été repêchés. Un dans la Manche, l'autre dans le golfe de Gascogne et le dernier au large de Groix. Première information, les bars peuvent nager très loin. Ifremer et le parc marin d'Iroise espèrent récolter plus de données dans les prochains mois. Pierre Maille, bonjour. Bonjour. Première question, je vous la pose sous votre casquette de président de Parc Marin d'Iroise. On vient de le voir, 3 bars ont été repêchés. Le but, c'est de mieux connaître ces poissons. Qu'est-ce que ça va changer pour le Parc Marin d'Iroise ? Dans ces missions, le Parc Marin a une amélioration de la connaissance. Et donc, bien connaître les populations de bars en particulier, qui est une espèce emblématique du parc marin d'Iroise, qui est très convoitée, aussi bien par les pêcheurs professionnels que par les pêcheurs de loisirs. Améliorer la connaissance, c'est important. Et ce partenariat avec Ifremer, mais également avec tous ceux qui vont éventuellement découvrir une marque, doit nous permettre de mieux connaître les habitudes du bar et également de mieux connaître la ressource et donc de la protéger, voire de garantir la pérennité de l'activité de pêche. Alors nous allons changer de casquette à présent. Ma question va s'adresser au président de la commission locale d'information des Monts d'Arrée, la CLI. Vous êtes réunis hier, mardi, notamment pour faire le point sur le démantèlement de la centrale de Brennilis. Qu'en est-il ressorti ? Alors c'est notre réunion régulière de la CLI qui avait à son ordre du jour effectivement 2 sujets. Un premier sujet sur le démantèlement, enfin ou en tout cas la poursuite des opérations de démantèlement, puisque l'autorité de sûreté nucléaire est en train de préparer un décret identifiant les opérations qui peuvent être autorisées et que l'exploitant va donc devoir faire. Et nous avons fait un certain nombre de préconisations qui seront introduites dans le décret, en particulier au niveau de la connaissance, de l'information, au niveau de préconisations techniques auxquelles nous sommes attachés pour assurer la sécurité des opérations. Ça, c'était le premier point, ou en tout cas un point important. Donc l'avancement de ce décret qui devrait être arrêté par l'autorité de sûreté nucléaire en juin, et puis ensuite nous attendons la signature ministérielle. Est-ce que c'est dans quel délai éventuellement on pourrait envisager ? L'autorité de sûreté nucléaire nous dit juin pour son travail de préparation du décret. Ensuite, il y a besoin d'une signature ministérielle pour laquelle il n'y a pas de délai et donc je ne peux pas le dire. Mais nous espérons que les opérations vont se poursuivre rapidement. Donc, dernier dossier que nous allons aborder ensemble. Cette fois-ci, vous intervenez en tant que président du Conseil général. Vous êtes à Brest aujourd'hui pour parler de la réforme de la dépendance pour les personnes en perte d'autonomie. Combien de personnes se retrouvent dans cette situation actuellement dans le Finistère ? Aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 personnes dans le Finistère qui reçoivent l'allocation pour accompagner leur perte de dépendance, l'APA, ce que nous appelons l'APA. À peu près 8 000 personnes sont hébergées dans des établissements d'accueil de personnes âgées et à peu près 12 000 personnes sont à leur domicile et donc sont accompagnées par des aides diverses, des auxiliaires de vie, des assistantes qui viennent ou du service à domicile. Qu'est-ce qui est fait très concrètement dans le Finistère pour ces personnes ? Il y a à la fois ce qui est l'application de la loi, c'est-à-dire l'évaluation de la situation et puis le versement d'une allocation qui correspond à l'identification de services qui vont permettre l'accompagnement de l'autonomie. Mais l'action gérontologique est très diversifiée, puisque la mission du Conseil général est à la fois de mettre en place ce que nous appelons des clics, c'est-à-dire des lieux d'information pour les familles, où les familles vont pouvoir trouver les informations dont elles ont besoin pour accompagner un parent dépendant. Mais également où nous veillons à ce que sur un territoire donné soit réuni l'ensemble des services nécessaires à l'accompagnement des personnes âgées. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, bien entendu, c'est de verser l'allocation, soit en établissement, soit à domicile, mais c'est aussi d'élaborer le schéma gérontologique, ce que nous appelons le schéma Bien vieillir en Finistère, qui est l'organisation des services à destination des personnes âgées, hébergement, mais services également à domicile, autres préoccupations. Et on le sait, financièrement, c'est une charge très importante pour le Conseil général. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir pour l'avenir ?
C'est une charge importante puisque cela représente à peu près une centaine de millions d'euros par an dans le département du Finistère, un peu plus si on considère l'ensemble de l'action pour les personnes âgées. Les départements considèrent qu'il devrait y avoir, et c'est l'objet du débat national aujourd'hui autour de la dépendance, une meilleure répartition de la charge, et le débat porte quelle part prend la solidarité nationale, c'est-à-dire l'État, quelle part relève de la solidarité départementale, quelle part relève des familles, ou doit être prise en charge par les familles. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre trop fort, puisque le département finance 70%, l'État 30%. Nous disons qu'il faut sans doute revenir à une répartition 50% pour l'État, 50% pour les collectivités locales, le département en particulier, mais qu'il faut qu'il y ait une réflexion et un débat national qui est en cours. Merci beaucoup Pierre Maille d'être venu faire le point sur ces dossiers dans ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité. Au revoir.